So let me just put it this way. The job guarantee is green. And a green policy is the one that both takes care of the environment and takes care of people. On accueille à présent Evelyne de Bouvert et Bruno Borin pour discuter ensemble de la garantie emploi. Cette proposition est formulée par Pavlina Tcherneva, qui est professeure au Brad College et chercheuse au Levi Economics Institute de New York. On l'écoute tout de suite. Imagine a world without unemployment. Imagine a world in which anyone who needs work can go to their local employment office and they can walk out with an option of a decent, dignified employment opportunity that provides the basic standards that we expect of a job, the basic living income with basic benefits. That's essentially the goal of the job guarantee. It's a public option for jobs for those who cannot find employment opportunity. So a stepping stone. It is a stepping stone for students who are graduating and not able to find jobs, or for caregivers who wish to return to paid work and they also need help transitioning. So it is both a safety net and a transitional program, but it is a major macroeconomic policy as well. It will change the landscape and the safety net in some important ways. The economy, even in best of times, doesn't create enough employment opportunities for all. And even when the unemployment rate is very, very low, there are still millions of people who are working in difficult employment conditions. They're not able to secure stable income, stable hours, and provide for themselves. So the job guarantee essentially lifts the floor in the labor market and provides that minimum security. Now imagine what people are facing today when around the world economies are going to experience double-digit unemployment rates, and something that we haven't seen probably since the Great Depression. So on the heels of this crisis will come another, the social crisis that comes with unemployment. And the way to get out of it quickly is through direct employment. The public sector will have to do the hiring to transition us to this better world. And we really are not returning to the old economy. We want to return to a better economy that delivers better employment conditions for everyone. So for sure, we will need mass mobilization, and the Green New Deal is the obvious place to start because there are so many neglected areas of public investment that we can use our unemployed resources to strengthen. But we should be clear that mass mobilization and mass public investment and public employment is still not quite the same thing as guaranteeing an employment opportunity for everyone who comes knocking. And so, yes, we have a lot of work to do. Green projects, also care projects. There are elderly who are sitting at home isolated right now in the pandemic. There are vulnerable people who do not have access to decent food. There are children who also need care and assistance with online schooling. There are teachers that are stressed out trying to homeschool their children and our own children. There is so much work to be done, even in the midst of a pandemic. Now imagine as we emerge out of this pandemic for a new world where we would like to improve all aspects of our life. The job guarantee is a federally funded but locally administered program. And the reason for that is that the federal government is always responsible for the problem of unemployment, for all of the repercussions of unemployment, and for dealing with poverty. And as we know, unemployment has enormous social and economic costs, which we already bear. We are already paying these costs, not just in terms of budgets, but also in terms of the shortages of tax revenue in our communities, in terms of the weaker outcomes, family outcomes, and the other social programs that are designed to address them. But it is locally administered because communities know best what their needs are and what kind of jobs they can create locally. The proposal for a job guarantee is really a bottom-up
proposal where citizenry and nonprofit institutions and localities can design proposals and create these local jobs banks where whenever an unemployed person shows up at the unemployment office, they can then choose from those employment opportunities that then fit their skill and experience. And so we can use the unemployed people, our human resources, to strengthen the environment and labor and employment conditions. So let me just put it this way. The job guarantee is green, and a green policy is the one that both takes care of the environment and takes care of people. Unemployed people experience enormous difficulties. They're weaker, they're sicker, they're more vulnerable. And what we want this new economy to do is create prosperity. And prosperity means just guaranteeing some basic economic rights. And the right to a job is one fundamental economic right that we have yet to secure. We'd like to strengthen solidarity because, all of this takes work, and it takes all of us, whether it is repairing the environment, whether it is creating a better life for all. And of course, that is a policy that raises the floor, which provides equal opportunity for all folks to improve their own life chances. Alors, Emeline de Bouvert, vous travaillez au sein de l'Institut d'éco-pédagogie. C'est un institut dans lequel on forme des gens au type de métier qui pourraient être possiblement concernés par ce mécanisme de la garantie d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Institut d'éco-pédagogie forme des gens qui appartiennent au public auquel fait allusion Pavlina, un public quand même précarisé? Quelle est la place en fait de la question du chômage, de l'emploi et plus généralement des inégalités dans les formations de l'Institut d'éco-pédagogie? Alors, donc on est une association qui se situe un peu au croisement de l'éducation permanente et puis de l'éducation relative à l'environnement. Et donc on a quand même dans nos formations pas mal de gens qui sont en reconversion professionnelle ou en recherche en tout cas d'un projet qui fait plus sens pour eux. En majorité, c'est des personnes qui ne sont pas non plus dans une grande précarité. Mais on travaille avec d'autres organismes. Par exemple, on fait des formations pour le service civil citoyen ou enfin voilà pour d'autres organismes qui sont alors qui vont aller vers des publics, une plus grande palette de publics. En tout cas. Et du coup, par rapport justement à ce service civil citoyen ou à d'autres types de publics que vous formez, est-ce que ça répond à un besoin aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr que quand on travaille dans nos secteurs où on est vraiment au croisement entre les enjeux sociaux et enjeux environnementaux, c'est sûr qu'on a en tête d'abord des tas de débouchés, des tas d'emplois à créer dans tous des secteurs qui sont proches des nôtres, et aussi que on voit passer plein de gens qui sont en formation, qui sont en recherche de ces boulots qui font plus sens, qui sont au service de la communauté, des territoires locaux, et puis qui ne trouvent pas toujours les endroits où ils peuvent développer ces projets professionnels et où on est beaucoup à de l'auto-entrepreneuriat un peu galère parfois, et donc c'est sûr que du soutien là-dedans serait vraiment bien. Vous êtes aussi l'une des spécialistes belges des mouvements sociaux en faveur de la transition. Alors, est-ce que cette proposition, à votre avis, de garantie emploi, est-ce qu'elle fait écho à des revendications au sein du mouvement ? Alors oui, de nouveau dans le sens où les mouvements de la transition, on insiste souvent sur l'idée qu'il y a plein de nouveaux métiers de la transition à créer et que donc il y a un besoin de soutien à tous ces métiers du soin de la terre et du soin aux personnes. Mais je pense que pour le mouvement, un mouvement comme la transition, même si il est évidemment très pluriel, ça devrait pouvoir être pensé aussi avec une manière de repenser le chômage. Parce que en fait, pour s'émanciper, pour sortir de la précarité ou pour sortir de mal-être dû à nos situations actuelles, il y en a pour qui c'est la voie du travail qui va venir donner du réseau, donner de la formation, un statut social et tout ça, mais il y en a d'autres pour qui la sortie une émancipation doit passer par un moment plutôt de retrait de la vie productive en fait, et donc aussi peut-être d'un revenu de transition qui serait nécessaire pour assurer que juste on a le droit aussi d'avoir un minimum pour vivre, juste parce qu'on existe, pas parce qu'on est productif ou parce que... Et donc je pense que c'est deux choses qui seraient à penser ensemble, notamment pour ces milieux-là. Merci beaucoup, Emeline de Bouvert.
Bruno Borin, vous êtes secrétaire général du GRESEA, le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Est-ce qu'il vous semble que la Belgique est prête à mettre cette mesure de la garantie emploi en œuvre demain ? Mais il y a des formes, de garantie d'emploi ou d'emploi tremplin, etc., qui existent déjà. Donc l'idée de l'État comme employeur en dernier ressort, c'est pas une idée tout à fait neuve en Belgique. Est-ce qu'elle est... Bon, on a plutôt fait marche arrière ces dernières décennies. Est-ce que la Belgique est prête là comme ça? Je pense pas. Je pense pas qu'on va faire ça pour le moment. Alors je ne dis pas que c'est souhaitable ou pas, mais en tout cas dans le cadre budgétaire et par exemple le cadre budgétaire européen, je vois mal actuellement comment dans ce cadre-là, à politique inchangée, on passerait à l'État comme employeur en dernier ressort de manière importante. Et donc, quelles seraient alors les conditions, selon vous, qui sont nécessaires préalablement à la mise en œuvre de cette mesure? Et peut-être dans un deuxième temps, vous avez suspendu votre jugement sur la mesure en elle-même. Est-ce que vous pouvez nous faire part de ce que vous en pensez, de ses vertus émancipatrices, pour reprendre le vocabulaire d'Emeline de Bouver à l'instant? Mais d'une part, la première question que cette mesure me pose, et qui est une condition pour moi, c'est quel financement? Parce qu'on parle du budget de l'État. Or, ce budget de l'État, il doit être financé. Il doit être financé soit par l'impôt. L'impôt sur quoi? Est-ce que c'est sur le capital, sur les revenus de la propriété, sur le travail? Est-ce qu'on essaye de lutter par cette mesure contre les inégalités macroéconomiques de distribution primaire entre le capital et le travail ou pas? Est-ce qu'on va simplement transférer une partie du budget qui était destiné au chômage vers ces emplois? Toutes ces questions-là, pour moi, elles vont avoir un impact sur la capacité de transformation sociale de la mesure. Donc je pense que c'est vraiment important. Deuxième élément, si cette mesure ne se fait pas à PIB constant, je vais dire, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher l'argent pour financer ces emplois dans la richesse actuelle, on va nécessairement augmenter la dépense globale, donc augmenter la consommation globale. Et c'est là que moi je remets un peu en question. Donc il y a un lien entre le financement de la mesure et sa capacité à avoir véritablement un impact sur la transition, parce que je pense que la transition, ce sera un savant mélange entre des progrès technologiques, des emplois verts, mais aussi une certaine sobriété. Et si on augmente le PIB, à un moment donné, on augmente la consommation globale et ça peut poser des problèmes en termes de transition. Troisième élément, là c'est plutôt est-ce que c'est souhaitable ou pas. Dans le cadre actuel, pour moi, l'État n'est pas nécessairement un bon patron. Je veux dire que l'État néolibéral tel qu'il existe est un employeur qui crée des burn-out, est un employeur qui réduit les budgets, est un employeur qui ne met pas dans des bonnes conditions de travail. Les suicides, c'est chez France Télécom qui se sont passés. Donc c'est un élément de doute pour moi. Sans un plan d'investissement public important, est-ce que ces emplois vont pas devenir des bullshit jobs comme on connaît d'ailleurs également dans le secteur privé? Et alors, dernière petite chose, là où je réserve également mon jugement sur la mesure, c'est est-ce qu'on touche vraiment le cœur de cible? C'est-à-dire, est-ce que, comme l'a dit Emeline, est-ce qu'en termes d'émancipation, est-ce qu'on remet en cause la question de la division du travail, du fait que des métiers qui nous sont apparus socialement extrêmement importants aujourd'hui sont dévalorisés, et donc plutôt que des emplois publics parfois au rabais, je dirais, est-ce qu'il ne faut pas libérer le chômage? C'est-à-dire permettre à des gens de travailler, d'avoir une activité en dehors du salariat, en dehors du rapport social capitaliste. Voilà. À l'Institut d'éco-pédagogie, on avait un peu le même genre de crainte par rapport à cette mesure. C'était qu'il y ait une forme, que ceux qui gèrent en fait le programme de Job Garantie figent en fait cette notion de quels sont les besoins de des communautés. Parce que cette mesure, en fait, pour son succès, elle repose sur le fait qu'on puisse décider collectivement. Et donc, ça pose plein de questions. Qui décide de ce qu'on a besoin, d'une collectivité a besoin? Comment est-ce qu'on fait évoluer ces besoins? Comment est-ce qu'on les fige pas? Et puis, il y a plein de visions, en fait. Comment est-ce qu'on fait coexister différentes visions? Comment est-ce qu'on donne place au conflit, au désaccord? En fait, ça pose plein de questions, même si c'est très enthousiasmant.
Merci à tous les deux d'avoir été là pour vous pencher avec nous sur cette idée de garantie emploi. Et vous allez voir, les questions que vous posez, elles sont tout à fait pertinentes et on essaye d'y répondre avec les autres propositions qui suivent là maintenant tout de suite. Donc restez avec nous.